À peu près 4% de la population, il y a une attirance pédophilique. Voir des enfants se faire violer au quotidien, ça a un impact. La maman, elle a pris 17 ans de prison, sachant que le maximum, c'est 20 ans. Dans cette vidéo, tu vas nous présenter 2 enquêtes. Tu as une première enquête qui va concerner quelqu'un qui va rentrer en contact avec des mineurs pour essayer d'obtenir du contenu, donc des mineurs qui vont finir par se mettre à nu et ensuite avoir des actes sexuels envers eux-mêmes ou potentiellement avec d'autres personnes. Le deuxième dossier va concerner un adulte qui était nu avec 2 jeunes adolescentes, donc on a pu l'identifier. C'était un couple qui vivait là avec un enfant de 3 ans qui se faisait abuser et c'était 2 semaines avant. Aujourd'hui, on a rendez-vous à la gendarmerie et plus précisément à l'unité nationale de police judiciaire. Nous sommes dans les locaux du Centre national d'analyse d'images pédocriminelles, de l'unité nationale cyber. Nous allons rencontrer Régis qui analyse ces images horribles dans le but de protéger les victimes et d'arrêter les prédateurs. Il y a une victime qui a déposé plainte, un jeune garçon qui s'était fait accrocher sur Skype. Il avait quel âge? 12 ans. Heureusement, en fin de compte, il est allé dire à ses parents, mince, j'ai fait une bêtise, je me suis foutu nu et puis j'ai envoyé les photos à quelqu'un. Heureusement, il a eu ce bon réflexe, donc ils sont allés déposer plainte, l'unité locale a pris en compte. Ils sont là à la gendarmerie? Ils ont commencé à identifier le mis en cause, qui était en contact avec lui, qui l'avait forcé à se mettre tout nu et envoyer des photos de lui. Quand le mis en cause a été interpellé, qu'ils ont regardé son ordinateur, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que ce gamin-là. Il y en avait beaucoup sur leur secteur et aussi un peu partout en France. Et il avait environ, on était dans les 500 contacts Skype. Sur une des conversations Skype de ce dossier-là, une petite jeune fille qui était en échange avec lui. Et en fin de compte, le gars entend derrière la voix d'un petit garçon. Donc il dit, c'est qui? Elle dit, c'est mon petit frère. C'était en pleine nuit. Et il dit, va le chercher, puis tu t'occupes de lui. Donc elle a fait, non, non. Et puis il finit par lui faire peur, lui mettre la pression. Donc elle se lève, elle ouvre la porte de sa chambre et là elle croise son papa. Il lui dit, tu fais quoi? Elle fait, non, mais j'allais aux toilettes, puis elle retourne dans sa chambre. Donc elle a attendu, son papa est retourné se coucher, et elle est chercher son petit frère et malheureusement elle a fait tout ce que le gars lui demandait. Et elle a masturbé son petit frère. Elle avait quel âge? Elle avait 10 ans. Il faut savoir qu'en France, même si toi tu n'es que de l'autre côté, tu n'as fait que lui dire qu'il faut qu'elle fasse ça, si c'est sous contrainte, et du coup quand c'est une mineure c'est sous contrainte, et c'est reconnu comme du viol. Du coup cette personne-là a été interpellée, qu'est-ce qu'il en est ressorti du coup? C'était surtout l'analyse de toutes ces conversations Skype qui a été faite à notre niveau. En local, oui, ils ont analysé, il y a une expertise psychologique de la personne pour savoir pourquoi est-ce qu'il fait ça. Le but c'est de comprendre ce qui l'a amené à contacter des mineurs. Cette personne a été condamnée? Il n'est pas encore condamné complètement parce qu'en fin de compte, il a eu une petite condamnation par rapport à des faits, mais il y a encore tout un tas de dossiers, parce que je te disais, il y a plus de 500 victimes. Mais nous, en fin de compte, on continue à travailler sur ce dossier parce qu'on ne veut pas laisser les autres victimes de côté. Donc on continue à analyser le contenu pour essayer d'identifier ces victimes-là. Le dossier ne sera pas prescrit puisque c'est après la majorité de la victime. Donc on est toujours en mesure de pouvoir travailler sur ce contenu-là pour pouvoir identifier ces victimes-là. Si malheureusement il n'y avait que des discussions, donc ce qu'on appelle nous le grooming ou le pédopiégeage, où en fin de compte c'est la phase un peu floue. Il n'y a pas de passage à l'acte concret. Voilà, et c'est en fin de compte quand tu es sur la phase où c'est juste de la discussion. On avait par exemple des gamins qui étaient sur Coco par exemple. Coco est un site qui crée la polémique. Et pour cause, la plateforme vient d'être fermée sur décision du parquet de Paris. En avril dernier, 11 hommes ont été jugés pour avoir eu des relations sexuelles avec une adolescente de 13 ans. Ouais. Et là tu avais des gars en face qui étaient là. Non mais qu'est-ce que tu fais là? C'est dangereux, il y a plein de pédophiles. Pour créer une confiance. Voilà, c'est ça. Tu as le rôle de l'éducateur qui veut dire non, fais attention à ce que tu fais sur internet. Certains qui s'en moquent complètement. En fait, tout ce qui leur désintéresse, c'est de penser discuter avec un mineur pour malheureusement se masturber en face. Il y a à peu près 4% de la population qui a une attirance pédophilique. Pas sexuelle nécessairement, mais qui trouve qu'un enfant est beau. C'est pas pour autant qu'il passera à l'acte ou qu'il va vouloir agresser l'enfant ou qu'il va vouloir qu'il y ait des rapports sexuels, mais il trouve juste que l'enfant est beau. C'est considéré comme une maladie ou... C'est une déviance sexuelle au même titre que toutes les autres, donc c'est une paraphilie. Donc c'est pas une maladie au sens qu'on entend tous parce qu'il n'y a pas de médicaments. Et donc du coup, c'est pour ça aussi que c'est compliqué à pouvoir éviter que la personne recommence. Et c'est pas considéré comme un crime du coup de demander des photos déjà à des mineurs? Quand tu vas demander la photo, oui, mais toute la phase d'approche avant, où tu ne fais que discuter, en fin de compte, ça fait partie de la liberté d'expression. C'est la problématique qu'il y a eu avec Damien Vives, donc le réalisateur de BD. Le dessinateur de 41 ans comparait jusqu'à mercredi pour fixation et transmission en vue de la diffusion d'images à caractère pédopornographique. Les 2 albums au cœur des débats sont La décharge mentale, qui parle d'un homme ayant des relations sexuelles avec de jeunes filles mineures, et Petit Paul, qui met en scène un enfant au pénis démesuré ayant des relations sexuelles avec des femmes majeures. Où est-ce qu'on était dans l'art? Où est-ce qu'on était dans le pédocriminel? Tu as plein d'artistes photographes aussi, où les photos sont légèrement orienté. Et en fait, tout ce flou-là, on est entre la liberté d'expression, l'artistique et autres. Pour nous, pour pouvoir juger, il nous faut malheureusement qu'il y ait un peu plus. Donc, ne serait-ce que déjà la sollicitation de la photo, même si l'enfant ne va pas l'envoyer, on est déjà sur du concret. Ou la demande de rendez-vous, où le gars dit, oui, on se retrouve à tel endroit, je te ramène des sous, t'as pas d'iPhone, je te paye le dernier iPhone, puis on se retrouve à tel endroit, puis on ira faire un tour et on aura peut-être des rapports sexuels. Là, effectivement, on a du concret. Et ça permettra d'être jugé. Mais toute la phase juste avant, malheureusement, c'est pas évident de pouvoir matérialiser concrètement que la personne allait aller jusqu'à ce point-là. Est-ce que les plateformes collaborent facilement
avec vous? Alors, ils vont répondre assez facilement parce que déjà, tout ce qui est prestataire américain, ils ont une obligation légale de transmettre tout ce qui est en lien avec les atteintes aux mineurs au NCMEC, donc c'est le National Center for Missing and Exploited Children. Donc c'est un organisme qui va centraliser toutes ces informations-là, qui va travailler avec les agences fédérales et locales et qui va transmettre tous les éléments aux autorités locales du pays concerné aussi quand c'est hors USA. Une vidéo qui va être envoyée sur une chaîne WhatsApp parce que tu as ça aussi. Tu as les gens qui reçoivent une vidéo en disant ah, attention, c'est affreux, il y a un enfant qui se fait violer et qui après vont diffuser à tout le monde en disant attention, il y a cette vidéo qui circule. Ça, faut éviter, il faut faire un signalement juste en disant bah voilà, il y a ça, mais à méta. Donc eux, en fin de compte, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont transmettre ça au NCMEC et qui lui va vérifier le pays d'origine du premier signalement et va transmettre aux autorités compétentes. Donc eux, s'ils le font pas en fin de compte et que les autorités américaines sont au courant qu'il y a quelque chose qui se passe, la société va recevoir une amende qui est tellement importante que du coup, ils vont aider. Est-ce que vous êtes en lien aussi avec des sites pour adultes de pornographie pour des fois faire retirer des vidéos? Du traitement qui a été fait, surtout, c'est via Interpol et Europol, où ils vont discuter avec les grosses plateformes. Tu as des sociétés, par contre, qui nous ont contactés directement. Par exemple, c'était Xvideo, pour savoir s'ils pouvaient nous transmettre les informations concernant des utilisateurs suspects chez eux, qui transmettraient du contenu. Donc des fois, c'est pas nécessairement effectivement du mineur, mais pour eux, ça peut être mineur par rapport au visuel, parce que tu n'as que le visuel. Ouais. Il y a quand même une volonté aussi de faire quelque chose. Donc on est vraiment sur la phase, nous, par contre, sur le contenu en tant que tel impliquant un mineur. On n'est pas sur la phase de l'accès à la pornographie aux mineurs, qui a besoin d'être préservé aussi, parce que malheureusement, quand un mineur va être éduqué sur la sexualité uniquement avec les sites porno, on voit ce que ça donne, quoi. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de vidéos dont les noms, ça va être inceste, ma belle-fille, mon beau-père. Et en fin de compte, ça découle plus ou moins de ça. Et en fin de compte, les gamins et les gamines sont éduqués avec ça maintenant. On va dire que c'est que du texte, c'est pas nécessairement le cas en réel, mais derrière, ça inclut toute la psychologie qui va derrière. Ça va dédramatiser, on va dire, l'inceste et autres. Et du coup, l'impact pour les gamins qui sont éduqués qu'avec ça, c'est grave, quoi. Donc là, c'est pour ça aussi qu'il faut limiter l'accès. Pour les mineurs, c'est pas juste par rapport au visuel, tu as aussi par rapport à toute cette terminologie qui est employée, qui va dédramatiser quelque chose qui est pas logique, quoi. Tu as deux entités au niveau de notre département atteinte aux personnes, la division des opérations de l'unité nationale cyber, qui sont le Centre national d'analyse des images pédocriminelles. On va recevoir les photos et les vidéos qui sont saisies par les unités locales, police et gendarmerie, dans le but d'analyser ce contenu pour identifier les victimes, pour éviter qu'elles soient abusées de nouveau. Et tu as un groupe de répression, des enquêteurs, qui sont spécialisés dans les atteintes envers les mineurs pour l'instant. Leur but, c'est d'identifier les réseaux de pédocriminels, de travailler dessus pour faire tomber les réseaux. Coco, par exemple, c'est notre unité qui a travaillé dessus, de manière à pouvoir faire tomber ces réseaux-là. Après, on a réussi à être reconnu au niveau international, donc à s'impliquer avec Europol et Interpol. Donc là, on doit être à peu près une vingtaine de téras dans la base de données d'Europol. De contenu pédocriminel. Ouais. Souvent sur les réseaux, on voit que beaucoup de personnes, influenceurs et même pas influenceurs, montrent leurs enfants sur les réseaux, petits, à la naissance même, il y a des vidéos à la naissance. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes-là qui montrent leurs enfants sur les réseaux? Je peux vous comprendre, effectivement c'est pratique pour envoyer aux grands-parents ou autres l'évolution de l'enfant. Je l'ai fait avec les miens, mais quand tu vas sur Insta, TikTok ou autre et que du coup tout le monde peut y avoir accès, c'est dangereux. Les pédocriminels vont récupérer ce contenu-là. Déjà pour certains, rien que de voir un enfant habillé, ça peut les exciter. Mais après maintenant, ce qui se passe de plus en plus, c'est que on a l'IA qui est là maintenant. Donc l'intelligence artificielle, c'est super, hein, ça nous aide pour beaucoup de choses. Il y a certains logiciels d'IA qui te permettent aussi de mettre à nu des personnes. Justement de ces photos d'enfants qui sont reprises sur Internet et les enfants vont être mis nus. Du coup, tu conseilles aux parents de rien mettre par rapport aux enfants? Rien mettre, déjà éviter les visages. Et sinon, en fin de compte, de vraiment restreindre leur réseau. Tous les parents le font, vont prendre leurs photos de leur enfant dans le bain pour envoyer aux grands-parents. Mais après, il faut faire attention sur la manière dont ils les diffusent. Est-ce que du coup, c'est une solution d'interdire ces réseaux sociaux aux plus jeunes? Je pense pas que ce soit une vraie solution parce que malheureusement, on sait très bien comment ça se passe avec un enfant. Quand on va lui interdire quelque chose, il va vouloir le faire. Bien sûr. Qu'il y ait un vrai contrôle, oui. Donc effectivement, il y a des systèmes qui sont mis en place. Tu as par exemple la Yubo, donc qui est une appli de rencontre, d'échange entre ados. Ils ont un vrai contrôle d'âge en place avec de l'arco-facial à leur niveau. Donc c'est pas une reco en tant que telle, donc t'as pas. Okay. Mais ils vont vérifier que le visage, c'est bien un vrai visage avec une vidéo. Et du coup, tu as la pièce d'identité, donc c'est comparé, tout est comparé. Et ils sont en mesure de déterminer si tu es dans la tranche d'âge qui correspond ou pas pour rentrer sur l'application. Interdit complet. De toute façon, ça marchera jamais. Il faut éduquer les enfants en fait. C'est ça, de toute façon. Ouais, de toute façon, c'est l'éducation des enfants, des parents aussi sur les vrais risques. Oui, effectivement, il y a des gens qui vont vouloir rentrer en contact avec leur gamin. C'est comme quand tu vas apprendre à ton enfant à traverser la rue. On va lui apprendre des dangers, il ne faut pas qu'il discute avec n'importe qui, il ne monte pas dans la voiture de quelqu'un qu'il ne connaît pas. C'est exactement pareil sur Internet. Toi qui as des enfants et qui est au courant de tout ce qui se passe, qu'est-ce que tu leur dis pour qu'ils fassent attention à tout ça? Quand ils étaient petits, je leur ai dit qu'il y avait des gens sur Internet qui étaient dangereux parce que ils avaient des mauvaises idées avec les enfants. Donc quand ils discutent avec quelqu'un, qu'ils soient sûrs que ce soit bien le copain de la classe. Ou après, quand ils ont grandi, ils jouent en ligne sur différents réseaux, genre GTA ou autre, parce que même si c'est interdit à des mineurs ou à partir d'une certaine tranche d'âge, on sait bien que les gamins, ils veulent y jouer quand même. L'ordinateur était dans la salle, donc je faisais attention à ce qui se passait aussi. Okay. Mais après, c'était surtout leur expliquer qu'il y a des risques. Donc si tu vois quelqu'un qui te pose des questions qui te perturbent, tu me le dis tout de suite.
Et puis après, quand ils ont grandi au fur et à mesure, je suis rentré plus en détail. Je leur ai dit clairement, voilà, il y a des gens qui veulent abuser des enfants, qui veulent voir des enfants tout nus ou au plus. Il y en a un qui te demande une photo, déjà c'est hors de question. S'il y en a un qui te demande où tu habites, tu lui dis d'aller se faire voir. Et clairement, ils savent ce que je fais et ils savent les vrais risques qu'il y a. Après, on va me dire, ouais, mais c'est des garçons, donc c'est plus facile, ils risquent rien. Non, ils risquent autant parce que voilà, que ce soit garçon ou fille, malheureusement, ça attire. Mais par contre, voilà, c'était plus sur l'éducation de pourquoi je leur disais de faire attention. Donc il faut prendre en compte ça. Ils vont jouer en réseau, derrière, tu sais pas qui t'as. Donc il faut que les parents, oui, s'intéressent. Ouais, ton fils dit, ouais, je veux être sur Fortnite. Et au début, tu vas dire, ouais, c'est quoi? Puis voilà, tu vas regarder, oui, bon, apparemment, il n'y a rien de mal. Mais quand tu sais qu'en fait, oui, il y a des pédos qui sont dessus, ils sont. Même sur Fortnite, il y a des. En fait, ils sont partout. On peut pas cibler un réseau spécifique. À partir du moment où ils vont pouvoir rentrer en contact soit avec d'autres pédocriminels, soit avec des mineurs, ils vont y être. Des fois, les filles, par exemple, vont envoyer des nudes à leurs copains, sauf que des fois, il y a une séparation et des disputes. Le jeune homme fait pression sur la fille en disant voilà, je vais diffuser dans tout le collège, le lycée, la photo de toi. C'est vrai que la fille ou le garçon, par honte, des fois, peut décider de se suicider aussi. Ah ça peut aller très très loin, oui. Ça peut être soit, malheureusement, continuer à aller plus loin et répondre toujours à la sollicitation de la personne. Et ça peut être aussi parce qu'il se sent qu'il est enfermé complètement, que pour lui, il a merdé, il a fait quelque chose qu'il fallait pas et qu'il n'ose pas en parler. Et du coup, il va s'isoler complètement, aussi bien dans la bulle familiale que même à l'école ou autre. Pour les filles que ça concerne, comment elles doivent réagir? Alors déjà, le premier truc à faire, c'est dépôt de plainte, même si elles ont fait une bêtise, entre guillemets. Qu'elles n'aient pas honte. Il faut pas qu'elles aient honte parce que de toute façon, en disant j'ai fait une bêtise, ok, j'ai envoyé une photo nue, fallait pas, c'est pas bien, mais voilà. Déjà, c'est entre guillemets bien quand c'est juste à quelqu'un qu'elles connaissent réellement. Oui. Parce que malheureusement, on a des dossiers où c'est quelqu'un qui se fait passer pour le copain en ligne, qui se fait passer pour l'ami d'un ami ou qui se fait passer pour une agence de mannequinat ou autre, il y a ça aussi. Mais même si c'est quelqu'un qui est pas facilement identifiable parce que c'est un pseudo avec qui il discutait, on aura toujours des moyens d'enquêter pour pouvoir l'identifier. Donc faut pas se dire c'est en ligne, on pourra rien faire. Faut qu'elle en parle à ses parents. Faut en parler tout de suite, soit à ses parents, soit à un adulte qu'elle connaît bien dans son entourage familial, le parrain, marraine, pour que tout de suite, en fait, il y ait le dépôt de plainte, que le contenu déjà soit saisi aussi sur les supports du gars. Cette photo-là, nous on en aura besoin aussi pour pouvoir l'aider, parce que nous on va l'intégrer en base internationale et du coup on sait qui c'est. Donc cette base-là, elle est accessible que par des enquêteurs, nos homologues. Mais l'avantage, c'est que si jamais on a du contenu qui va la concerner elle aussi, qui ressort, on saura tout de suite. De quoi parle cette deuxième affaire alors? Alors la deuxième affaire, c'était dans le cadre d'une task force d'Europol. Donc cette affaire-là, en fin de compte, c'est les données qui ont été saisies sur le Darknet. Le collègue de la task force s'est rendu compte que ça pointait vers la France. Dans la vidéo, en fait, ils ont reconnu, c'est ça? Ouais, ils ont retrouvé quelques objets qui effectivement pouvaient être français. Et donc on a pu localiser que c'était en France. Sur le contenu, c'était un adulte qui était nu avec deux jeunes adolescentes. Il y avait des poses sexuelles, donc c'était les seuls éléments qu'on avait à ce moment-là. En fin de compte, donc on était à 6h du matin. C'était un couple qui vivait là avec un enfant de 3 ans. On ne savait pas si la femme du couple était impliquée ou pas. Donc la procureure avait dit vous placez les deux en garde à vue. Donc ce petit garçon de 3 ans. Donc en fait, on a passé 1 heure avec un collègue à discuter avec ce petit garçon qui parlait super bien pour son âge. Donc ensuite, il a été pris en charge par les services sociaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un collègue d'Europol qui était présent pour analyser le contenu aussi. On avait 2 NTech, donc nos enquêteurs spécialisés sur l'analyse. Donc ils se connectent sur les ordinateurs, voilà. Les téléphones. Ils récupèrent les ordinateurs, les téléphones, ils analysent tout ça. Et en fait, à 18h, j'ai le collègue d'Europol qui me dit Régis, viens voir. Et en fin de compte, il me montre une vidéo de ce petit garçon qui se faisait abuser. Et c'était 2 semaines avant. Donc là, il y a tout l'impact psychologique, comme tu disais, par rapport justement. C'est de se dire mince, on a mis trop de temps à monter le dossier. À cause de nous, ce garçon s'est fait violer. Et il se faisait abuser par ses parents? Ouais. Et là, du coup, mince, on a merdé, c'est notre faute, quoi. Et en fin de compte, le collègue me dit non, mais attends, parce que de toute façon, on a d'autres vidéos. En fin de compte, depuis ces 3 mois, ce petit garçon se faisait abuser par ses parents. Donc on a tout ce délai. Donc là, on se dit bon, ok, donc il y a tout un changement procédural là, par contre, parce qu'on passe sur du criminel avec des actes, l'implication de la mère, parce qu'on avait des vidéos l'impliquant elle aussi. Mais dans l'analyse technique, on a vu aussi qu'ils abusaient tous les deux une autre nièce. On a eu 2 nièces qui ont été impliquées en tant que victimes et le petit garçon aussi. C'est dingue de se dire que c'est pas forcément le profil du cinquantenaire dans sa chambre tout seul, ça peut être aussi un couple. Par défaut, il n'y a pas énormément de femmes qui sont impliquées. Généralement, ce ne sont pas des femmes qui sont seules, ça va être effectivement des femmes en couple. Leur ligne de défense pour beaucoup, ça va être parce que elles sont manipulées par leurs hommes ou sous l'emprise de l'homme. Après, il y en a certaines, c'est parce qu'elles ont l'intérêt aussi, elles ont cette attirance, parce que ça ne touche pas que les hommes d'avoir les attirances physiques envers des mineurs. Pour tout le monde, de se dire qu'une maman va faire quelque chose à un enfant, c'est pas entendable. Mais malheureusement, si, il y a beaucoup de dossiers avec des femmes agresseurs et des femmes qui abusent d'enfants. Les parents, du coup, on sait combien de temps ils ont pris de prison? La maman, elle a pris 17 ans de prison, sachant que le maximum, c'est 20 ans. Et le papa, 19 ans. Donc on est quand même sur un jugement qui a été assez important, en cohérence avec ce qu'ils ont fait. Bien sûr. Sans rentrer forcément dans les détails, comment tu forces un enfant de 3 ans, c'est quoi? En fin de compte, tu le forces pas, parce que comme il a commencé depuis ces 6 mois, lui c'est son habitude. De pratiquer un acte sexuel lui, sur les parents? Pour lui c'est cohérent que sa maman lui fasse quelque chose sur le zizi, c'est normal, c'est son habitude. Pour te dire à quel point, c'est que quand il a été placé dans la famille d'accueil, ce petit garçon, pour dire bonne nuit, sa coutume c'était un bisou sur la bouche et un bisou sur le zizi. Donc en fin de compte, maintenant il y a tout un travail psychologique sur ce garçon pour lui faire comprendre que déjà qu'il y est pour rien,
Mais que non, on fait pas ça. En fait, ils ont détruit une vie. Potentiellement, il va pouvoir s'en sortir. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des victimes aux États-Unis et qui ont réussi à avoir une vie tout à fait cohérente après, avoir une vie de couple même, avoir des enfants et tout se passe très bien pour eux. Donc il y a un espoir. Il n'est pas complètement ruiné, ce garçon. Ça va lui prendre beaucoup de temps. Combien de temps il peut se passer entre le fait que vous ayez découvert un prédateur et le fait que les forces de gendarmerie ou de police interviennent? Ça va dépendre de savoir si on a assez d'éléments pour pouvoir déclencher une interpellation en local, ou alors ça va dépendre aussi de la dangerosité de l'individu, ou des éléments de contextualisation, qu'il est en contact réellement avec des enfants, dans une sphère où il peut accéder à des enfants. Donc ça peut effectivement prendre malheureusement 6 mois, 1 an. On a une problématique qui ressort maintenant en ce moment par contre, c'est les petits jeunes de 16-20 ans qui au lieu de vendre du stup, parce que c'est dangereux le stup, il y a un moment il faut que tu envoies le colis ou que tu te déplaces. Donc du coup maintenant ce qu'ils font c'est qu'ils vont vendre du contenu. Ils récupèrent des images ou alors même eux ils demandent des images, ils font du chantage? Eux ils vont les récupérer soit sur le dark, soit en téléchargeant, parce qu'il y a encore tout ce qui est peer-to-peer, ça fonctionne encore toujours. Et en fin de compte ils vont vendre ces liens là. On a déjà eu des dossiers avec ça où justement on a fait tomber un réseau. Qu'est-ce qui risque là d'avoir fait ça? C'est de la détention, de la diffusion de contenu, ça va être du 5 ans de prison. Mais déjà il y a ce signal qui est envoyé aussi, attention arrêtez de faire ça. Il y a plein de communication sur ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on va pas trop loin dans l'explication de notre capacité. Oui, c'est pour ça que tu restes flou un peu. Voilà, parce que sinon, en fin de compte, ils vont se servir de ça parce qu'ils savent très bien. Ils suivent les jugements, ils suivent les enquêtes, ou alors ils se parlent entre eux. Quand le gars s'est fait choper, il va dire oui, je me suis fait choper à cause de ça. Donc les autres vont se mettre à jour en disant attention, il faut qu'on se protège. Les prédateurs en ligne donnent des conseils, oui, et comment piéger des gamins. Ils se donnent des conseils sur comment aborder un gamin, surtout pour ceux qui veulent passer au physique et agresser les enfants sexuellement. Bon, pour eux, c'est pas de l'agression, hein, c'est de l'éducation, c'est bénéfique pour l'enfant. Ils ont tous ces conseils pour justement éviter que l'enfant ait déposé plainte. Donc ça va être aussi l'usage de médicaments. Quels médicaments on donne à des enfants pour pouvoir abuser d'eux? Quel dosage, parce qu'il faut faire gaffe quand même, ce serait dommage que l'enfant décède. Ou alors ça va être l'usage de médicaments spécifiques, faire attention à ça, faire attention aussi aux traces qu'on peut laisser, que ce soit en ligne ou aussi en physique, pour justement éviter d'être détecté, éviter d'être identifié. Toi, tu es confronté quotidiennement à ce genre d'images pédopornographiques. Comment tu prends du recul vis-à-vis de tout ça? Je te reprends juste sur le terme, on va éviter de dire pédopornographique, on va parler de pédocriminel ou de contenu sexuel d'exploitation de mineurs de manière à éviter, parce qu'en fin de compte, il n'y a rien de pornographique, parce qu'il n'y a rien de bien là-dedans. C'est des enfants qui se font violer, qui se font abuser, donc on a essayé de mettre en place ça. On est en train de faire en sorte que ça change au niveau français. Au niveau international, depuis 2016, il y a une terminologie qui a été mise en place, en anglais, traduit dans les langues officielles aussi, donc ça de manière à changer ça, parce qu'effectivement, c'est dégueulasse quoi. L'avantage qu'on a, entre guillemets, c'est moche de le dire comme ça, mais c'est qu'effectivement, on sait qu'on va être confronté à ce contenu. Comparaison avec un collègue qui est sur le terrain, où en fin de compte, on va lui dire, c'est déjà arrivé, j'ai trouvé cette clé USB là en emménageant chez moi, j'ai regardé ce qui est dessus, c'est dégoûtant, et en fin de compte le collègue va brancher la clé, il va avoir des enfants se faire violer. Lui il s'y attend pas. Ou sur des dossiers de stup, et puis en fin de compte dans le contenu du téléphone quand ils exploitent, ils se rendent compte qu'il y a des enfants violés aussi. Nous l'avantage entre guillemets c'est qu'on le sait, donc on se prépare psychologiquement à ça, et on va pas se focaliser sur ce qui se passe concrètement. On va juste vérifier, oui c'est du mineur, oui il y a un acte sexuel, donc on est dans le cadre légal pour pouvoir travailler, et en fin de compte on va s'intéresser à tout le reste pour pouvoir identifier cet enfant, et éviter qu'il soit abusé de nouveau. Qu'est-ce que tu penses des vidéos des fois où on voit des pédophiles se faire tabasser des gens qui font justice eux-mêmes? Un Belge a tabassé son voisin présumé pédocriminel. Après plusieurs jours de cavale, il s'est rendu à la police. Tu touches plus les enfants. Hein, tu vas encore toucher mon fils, espèce de pédophile de merde. Déjà la problématique c'est que de toute façon tu peux pas te faire justice toi-même. Il mérite d'être jugé, d'aller au tribunal, ceux qui vont faire le tabassage, parce que malheureusement c'est ça. Déjà ils sont pas sûrs qu'en face ce soit vraiment un pédophile. Deuxièmement, eux ils ont rien subi, donc en fin de compte il n'y a pas vraiment de justice. Et encore pour certains c'est juste une justification pour aller tabasser du monde, hein. Ou pour leur piquer le téléphone, ou piquer de la thune, ou récupérer quelque chose. Je peux comprendre que les gens veuillent aider à identifier les pédophiles, à ce qu'ils soient jugés. Les méthodes malheureusement sont pas les bonnes, parce que la plupart de ces victimes là déjà nous on n'est même pas au courant, donc ils seront pas suivis, et si ça se trouve ça peut être un vrai pédophile qui a abusé des enfants, qui va soit se suicider, et du coup on saura pas ces victimes là, elles seront pas prises en compte, reconnues en tant que victimes, soit en fin de compte il va disparaître et on pourra jamais le choper. Tu as des associations qui vont les traquer en se faisant passer pour des gamins aussi en ligne, et qui après vont faire un signalement au magistrat. Je suis pas spécialement pour non plus, parce que en fin de compte on sait pas quelles sont leurs manières de travailler. Ils ont pas tous les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir ensuite que le dossier passe en justice correctement. Ça va être bancal, et du coup malheureusement la procédure pourrait casser et pas aboutir. Le gars sera libéré, et puis après du coup il va se protéger. Agir comme ça peut l'empêcher d'être vraiment jugé. Puis d'être détecté pour des faits supérieurs. Si tu t'intéresses que à ce dossier-là, tu vas pas analyser le contenu suffisamment, et tu vas pas vérifier si potentiellement t'as pas des photos de lui en train d'abuser d'un gamin. Ou tu vas pas vérifier s'il est pas dans l'entourage de gamins, s'il a pas potentiellement agressé des gamins. C'est des dossiers qui arrivent. On a des gars qui se font détecter pour de la détention de contenu, et derrière quand le travail est suffisamment poussé en amont et ensuite pendant la garde à vue, on réussit à déterminer qu'effectivement il y a eu des agressions sexuelles. On va le dire concrètement, il y a des personnes qui vont regarder la vidéo YouTube et qui veulent signaler un comportement. Là ils écoutent notre vidéo, notre discours, et disent ah bah oui, j'ai quelqu'un en tête qui était problématique.
comment ils peuvent agir là maintenant? Tu as 3 particularités, donc ça va être Pharos effectivement pour tout ce qui est contenu. Ils répondent au questionnaire, c'est ça? En fait, ouais, tu as répondu à un questionnaire, après tu peux être en anonyme et tout ça, il n'y a pas de souci si les gens ont peur d'être détectés. Ensuite, donc il y a l'application Ma Sécurité qui va être guidée aussi. Il y a la brigade numérique qui peut suivre aussi ces éléments-là. Et après, tu as Point de Contact, donc il y a une association civile, on est en partenariat avec eux, où ça peut être aussi tes victimes qui en fin de compte ont leur contenu qui a été pris. Elles peuvent aller aussi chez Point de Contact et elles pourront être guidées aussi sur comment essayer de faire retirer ce contenu-là en ligne. Toi, tu fais ce métier-là depuis 2008. Est-ce que le contenu pédocriminel augmente sur les réseaux? Est-ce que ça stagne? Est-ce que ça diminue? Est-ce que ça évolue? Comment tu vois cette tendance aujourd'hui en 2025? Le contenu en tant que tel qui va être diffusé, tu en auras plus. Il y a une augmentation sur le volume de contenu qui est diffusé parce qu'effectivement, tu as plus de capacité de diffuser. Il n'y a pas nécessairement plus d'enfants qui sont violés. Pas plus de victimes, Il n'y a pas nécessairement plus de victimes. La seule particularité, malheureusement, d'un point de vue spécifique, c'est qu'on a plus de facilité d'avoir accès à ce contenu et donc de pouvoir identifier ses victimes. Parce qu'avant, ce qui se passait, c'est que l'enfant était violé, il n'y avait pas de contenu, donc on ne le savait jamais. Tant qu'il n'y a personne qui déposait plainte, tant qu'il n'y avait pas un signalement qui était fait sur la personne, on ne pouvait jamais le savoir. En soi, ça a toujours existé, mais aujourd'hui, il y a des preuves Oui, concrètes. ça a toujours existé. Même avant, en fin de compte, ce qui se passait, c'est que les photos et les vidéos, ils imprimaient des magazines quand c'était pas encore complètement illégal. Tu avais des magazines qui étaient imprimés, de mannequinat, de modeling d'enfants. Il se passait ça sous le manteau, ils allaient dans les sex shops et puis tu avais un rayon qui était caché où les gars ils se mettaient des annonces dans les journaux pour dire. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé parce que de toute façon, c'est une déviance sexuelle qui a toujours été là. Le seul truc, c'est que maintenant, c'est en ligne. Donc pour nous, ça a cet avantage, c'est que potentiellement, on peut identifier plus facilement parce qu'on aura du contenu. Donc c'est malheureux parce qu'effectivement, l'enfant se fait violer, mais de toute façon, c'était déjà le cas. La seule particularité, c'est que là, maintenant, on a un moyen d'avoir cette scène de crime et de pouvoir travailler dessus pour identifier cet enfant, pour éviter que ça continue. À quoi ça ressemble, toi, une journée type? Ça va être déjà un petit café pour discuter avec l'équipe, savoir comment ça se passe, comment ils vont aujourd'hui. Être sûr justement qu'il n'y en ait pas un qui soit pas en forme pour pouvoir du coup le préserver. Les enquêteurs, ils vont être sur leur dossier en cours, essayer de faire avancer. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un coup de main sur tel dossier pour être sûr que le dossier aille plus vite? Chacun a un ou deux dossiers à gérer en tant que directeur d'enquête. Mais par contre, ce qu'on va éviter, c'est qu'il soit tout seul. Parce que sinon, il va être noyé, il va pas pouvoir faire ce qu'il faut. Et après, les analyses, c'est 6 heures sur la journée de traitement d'images et vidéos. Régis, ici, on est dans ton bureau. On voit qu'il y a pas mal de peluches. Bart, les Simpsons, Stitch. Pourquoi il y a ce côté un peu enfantin dans ton bureau? C'est un peu notre manière de décompresser. Il y a quelques peluches aussi qu'on voit, c'est les peluches Europol ou Interpol ou certains homologues étrangers qui font ça aussi. Ça faisait du bien des fois pour couper un peu. Ouais, c'est ça, pour en fait avoir autre chose à regarder qui était moins stressant. Et puis du coup, on a pris cette habitude effectivement d'en rajouter un peu plus. On évite d'en avoir trop quand même parce que c'est quand même un espace de travail. Mais c'est le point sur lequel on va pouvoir se focaliser tranquillement qui nous permet de nous soulager l'esprit, quoi. Est-ce que toi et tes collègues, vous êtes suivis psychologiquement des fois pour prendre du recul sur tout ça? Oui, donc on a un suivi psychologique qui est mis en place. Donc on a un suivi individuel une fois par an et après on a un suivi collectif à peu près une fois par trimestre où là justement on va discuter de tout. Et après ça peut être suite à un dossier opérationnel. Donc le dossier avec le petit garçon, justement on a fait un débrief avec tous les enquêteurs qui étaient impliqués pour revenir sur comment était le dossier, qu'est-ce que chacun faisait sur le dossier. Et justement avec cette phase de découverte des viols du garçon. Et tu vois, il y a des collègues par exemple qui étaient eux sur l'unité locale, qui sont pas habitués à avoir ce suivi psy, qui nous disent au départ, on dit ouais non ça sert à rien. De toute façon on a fait autre chose à côté, on a fait de la découverte de cadavres, on a fait d'autres trucs parce que c'est leur quotidien. Et en fin de compte, quand ils ont fait ce suivi, ils se sont dit ah oui effectivement c'était toujours dans ma tête. Si tu le gardes trop au fond de toi, le problème c'est qu'il y aura un jour où ça va claquer. On est humain quand même, voir des enfants se faire violer au quotidien, ça a un impact. C'est arrivé toi des fois de craquer des fois en rentrant à la maison? Il y a des moments où oui c'est difficile, en fin de compte on va décompresser, on va faire du sport, pas à ton niveau, mais on va courir un petit peu, on va se détendre, on va discuter parce que tu as besoin de décompresser. Il y a eu une évaluation qui a été faite en Angleterre par exemple, quand tu regardes du contenu choquant, que ce soit ça ou les accidents de la route par exemple, violents, il y a des gens qui sont accros à ce genre de contenu. L'idéal pour éviter l'impact pour toi, c'est de jouer à Tetris juste après. Ou des jeux de ce genre-là, parce qu'en fin de compte, ça va te permettre de limiter l'impact et la conservation dans ta tête de ces vidéos-là. Nous, on sait qu'on les a toujours parce que malheureusement, moi je vais regarder des dossiers, je suis capable de dire cette victime-là, j'ai déjà vu, ça c'est identifié, ça c'est dans tel pays, parce que c'est dans ma tête, mais je ferme les yeux, j'ai pas les photos qui ressortent. Okay. Donc c'est là, mais c'est préservé, on va dire. Et ici, à l'unité nationale cyber, vous êtes combien à traiter les images au quotidien? Donc au niveau de l'unité nationale cyber, on est 3 analystes, 2-3 personnels pour traiter le contenu pour la police gendarmerie et on a 5 enquêteurs pour travailler sur la traque des réseaux pédocriminels. Ça donne l'impression qu'on n'est pas nombreux. Donc on a par contre le réseau des antennes de l'unité nationale cyber, aussi bien en métropole qu'en outre-mer. On a à peu près 10 000 personnes qui sont formées, donc ça te fait un volume assez important de personnes de manière à pouvoir gérer ce fil cyber. Donc ça nous permet d'avoir des gens qui sont formés, avec qui on échange régulièrement, donc qui ont les mêmes capacités techniques que nos enquêteurs, qui sont en communication avec nous, ils ont des moyens de transmission de contenu, qui sont formés sur l'analyse aussi pour pouvoir déterminer au plus vite si dans le contenu qu'ils vont avoir, ça peut concerner le mis en cause ou des victimes en local.
Régis, s'il y a des jeunes qui regardent la vidéo actuellement et qui aimeraient faire le même métier que toi, comment faire? Donc pour rentrer, en fin de compte, maintenant, il y a une spécialisation cyber, mais il faut rentrer par le cursus classique. Donc ils seront obligés de passer en école, ils seront obligés de faire du parcours du combattant, À Saint-Astier du militaire, du Saint-Astier. Après, il y a des prédispositions, effectivement, les gens qui sont assez intéressés par le cyber. Comment t'en es venu à faire ce métier du coup, toi? J'ai un bac en optique, j'ai un BTS en automatisme, donc oui, il y a un petit peu de lien parce qu'il y a de l'informatique. Je suis sorti d'école, je me suis retrouvé en escadron de gendarmerie mobile. Je suis arrivé à Rosny-sous-Bois en centre de transmission, donc je gérais des messages. Donc oui, effectivement, il y avait de l'informatique. Et puis j'ai passé mon diplôme d'officier de police judiciaire et j'étais avec des gars de la cyber et j'ai dit tiens, ça a l'air intéressant parce qu'en fait, c'est parce que j'ai échangé avec eux. Et en fin de compte, quand j'ai postulé, on m'a dit il n'y a qu'une place, c'est au Centre national d'analyse des images pédocriminelles. Donc là, au début, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Et en fin de compte, j'ai commencé là et puis je me suis dit je veux rien faire d'autre, quoi. Régis, toi, est-ce que tu te sens utile de par tes actions, ton métier? Au départ, quand j'ai commencé en 2008, j'avais l'impression d'être noyé dans la masse, parce que j'étais tout seul. Et à l'époque, c'était surtout les photos. Après, t'as les vidéos qui arrivent, donc là, c'est encore pire. Et en fin de compte, les fameux dossiers qu'on réussit à sortir, la reconnaissance à l'international aussi de nos capacités, parce que de participer à ces task force, ça veut dire qu'on a des capacités de travail qui sont reconnues. Donc tout ça, ça te permet aussi de te sentir utile. Légitime. Légitime, ouais. Voilà, ce petit garçon qui, malheureusement, même s'il était déjà violé, on a quand même réussi à éviter maintenant que ça continue. C'est une petite victoire à chaque fois. Quelle est une affaire qui t'a marqué, toi, personnellement? Un gars sur le Darknet qui commençait en fin de compte à vouloir passer à l'acte avec une jeune fille et il demandait des conseils. Donc il était dans la phase de préparation, donc il n'y a jamais rien eu sur cette gamine et on a réussi à intervenir avant et à le présenter à la justice avant qu'il passe à l'acte. D'accord. Après il a choisi de se suicider, donc là Wow. le dossier est clôturé. Mais en fin de compte, cette jeune fille a été complètement préservée, elle est même pas au courant qu'il avait ces intentions-là. La fermeture de Coco, c'est une victoire parce que voilà, la fermeture de ce site, ça a mis un arrêt aussi, non seulement aux atteintes aux mineurs, mais à du trafic de stupes, à des agressions physiques sur adultes aussi. Ça a servi à quelque chose. S'il y a des personnes qui regardent la vidéo et qui sentent qu'ils ont cette déviance et cette attirance pour les enfants, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Est-ce qu'il y a des sites pour les aider, des applications, des numéros de téléphone à appeler? Alors tu as plein d'associations, mais tu as en particulier le dispositif Stop, donc qui est une hotline, c'est totalement anonyme et ça va leur permettre d'être guidés et d'être aidés justement pour éviter ce passage à l'acte, être suivis et aidés psychologiquement à se restreindre, C'est à se anonyme. contenir, c'est totalement anonyme. Il n'y aura pas de dénonciation à la police, aux forces de l'ordre. C'est de la prévention. C'est vraiment de la prévention du passage à l'acte, c'est pour éviter ce passage à l'acte parce que tu en as certains qui se sentent mal avec ça, qui savent qu'il faut pas et du coup c'est compliqué pour eux aussi. Potentiellement on a un pédocriminel ou quelqu'un qui va peut-être vouloir dévier, qui même de lui-même va contacter les services en disant j'ai besoin d'aide. Tu as ce dispositif qui va les aider justement à rester dans le blocage et ne pas passer à l'acte. Est-ce que tu aurais un message à adresser aux enfants, aux parents qui vont regarder cette vidéo? C'est ce qu'on disait depuis le début, c'est le dialogue, quoi. Même si l'enfant pense qu'il a fait une bêtise, en parler. Les parents, essayer d'écouter. Effectivement, il y a des moments où on va se dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Les jeunes, quand vous avez fait une bêtise, surtout en parler, il vaut mieux se faire gronder que aller plus loin et puis aller malheureusement jusqu'à la mort parce que quand on est enfermé complètement, qu'on ne sait plus comment s'en sortir, c'est malheureusement les risques qui arrivent pour certains. Merci Régis. Merci à toi pour ce Thibaut. témoignage et j'espère que la vidéo qu'on a fait aujourd'hui va pouvoir aider un maximum de personnes. C'était le but.